En fait, le Rwanda s'est organisé en 2 ans, ce qui est aussi suspect. Comment est-ce qu'un petit pays là, pauvre comme ça, peut s'organiser dans 2 ans pour envahir un grand pays comme Congo? C'est comme si c'était planifié. Parce que si auparavant, on part avec... il y a certains acteurs qu'on mentionne les noms lorsqu'on est en train de faire les investigations avec Kagame. Il y a surtout les noms de Clinton qui viennent là. Il y a les noms dont l'ancien président américain Clinton. Oui, il y a des noms de Tony Blair. Et il y a aussi les noms de Kofi Annan était là à la tête de UN. Oui, je vois, oui. Les Ghanéens, oui. Les Ghanéens. Vital, il y a des Lambert Mende et d'autres politiciens. Il ne faut pas leur chercher des maisons au Rwanda pour fabriquer. Appelle-leur seulement. Fabriquer l'origine. Oui, appelle-leur seulement les traîtres. Ils trahissent le pays. Ils trahissent le pays. Oui. Et aussi, ils méritent être traduits en justice un jour. Quand on aura la justice au pays, oui. Là, ça a un sens. Moi, personnellement, je ne suis pas pour l'invasion du Rwanda au Congo, même l'occupation du Rwanda au Congo. Je suis contre ça. Et aussi, si les combattants le font, c'est fondé. Mais comment ça se fait-il qu'il y a des autorités d'autres pays qui viennent dans notre pays pour contrôler nos richesses et notre patrie? En fait, ça, c'est inexplicable. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos, aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Alors, qu'attendez-vous? Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Merci Nada bena fier na Congo Promo. Et ça site oyo bena no number 1. Do site oyo bena intellectuel. Boss Raf Ngindo en tout cas na passivement bambote. Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto ça na force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, balobi Raf Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindo. Congo Promo. What a plus, what a nabi boss là. Ok les amis, bienvenue à Live from USA, un programme de Blaise Mukenge. Aujourd'hui j'ai un spécialiste maison de la question que j'ai déjà voulu aborder. La question de l'Est du Congo, la turbulence au Congo, en RDC et dans le Grand Lac. J'ai avec moi M. Shinga qui va nous parler en long et en large. Bonjour M. Shinga. Oh, bonjour M. Blaise. Je réponds au nom de Shinga comme tu viens de le dire. Shinga Namulinda, c'est mon nom. Je suis Congolais de l'Est, précisément à Uvira. Oui. Quelles sont les tribus qui sont à Uvira exactement? À Uvira, il y a beaucoup de tribus. Je peux dire il y a les Bavira, les originaires de la petite cité d'Uvira. Il y a des Bafulero, aussi ils vivent avec les Bavira. Et aussi il y a les Babembe qui sont nos voisins, mais ils vivent aussi à Uvira. Et il y a des Banyamulenge. Ils viennent de la montagne, ils vivent avec les Fulero à la montagne, mais on se trouve tout à Uvira. Tout à Uvira. Oui. Il y a aussi il y a des Banyindu et d'autres petites tribus là. Ok. En fait. Je sais que vous avez fait beaucoup de recherches. Quelle est la cause de l'instabilité à l'est du Congo d'abord? La cause de l'instabilité à l'est du Congo,
ce que moi je pense, c'est que les rapports disent que c'était de renverser le régime en place, le régime de Mobutu. C'est ça la cause de l'instabilité. Ça, c'est basé sur les rapports donnés par l'ONU et d'autres organisations internationales. Mais à part cela, aussi il y a un grand problème que les gens oublient à l'Est. Quel problème, oui? À l'Est du pays, il y a à Goma, Nord Kivu et le Sud Kivu. Après le génocide au Rwanda en 1994, il y avait eu un groupe de gens qui ont traversé la frontière. Entré au Congo. Entré au Congo, oui, avec des armes, je me rappelle, que réfugiés et d'autres avec des armes. Alors, c'est ça qui a causé l'instabilité. Parce que ces gens-là, chez nous, on les prend comme les réfugiés. Comme nos frères qui sont venus se réfugier, ils ont fait les tueries au Rwanda, au Burundi, on les a accueillis chez nous. Mais regardons d'abord qui est réfugié. Ok, oui, selon la définition de. Oui, moi-même j'ai été réfugié. Ok. J'étais réfugié en Ouganda. Oui. Et on voit qu'il y a les réfugiés en Tanzanie, il y a des réfugiés au Malawi. Aussi, je peux aussi vous dire que les mêmes personnes qui sont venues au Congo, il y a nombre d'eux qui s'est réfugiés en Ouganda, au Tanzanie. Mais les problèmes, je peux dire que l'aspect a changé un peu lorsqu'on a reçu nos réfugiés chez nous. Parce que à Tanzanie, ces réfugiés-là, on a accueilli seulement des civils. Des civils réfugiés, pas des militaires. Chez nous, on a accueilli des réfugiés et aussi des hommes armés, les ex-militaires du Rwanda. Je vois. Alors, comment ça s'est passé? Ils ont traversé la frontière avec des armes, la Banque centrale du Rwanda qui est venue là, en fait. Tu peux aussi me le dire. Disons qu'aujourd'hui, les États-Unis fait la guerre avec les Corées du Nord. Et puis, qu'il se passe que les États-Unis envahissent le pays. Oui, l'un des pays, oui. Et puis, la Corée demande aux Chinois, mais tu sais que nous, la guerre vient un peu dire chez nous, on veut se réfugier chez vous. Et puis, que Kim Jong-un, qui part en Corée avec tous ces arsenals. Les armoiries de l'État, tous les gouvernements se déplacent dans un pays étranger. Toutes les armoiries, tout ça, les trésors de l'État se déplacent dans un pays étranger. Là, dans l'aspect politique, c'est déclarer la guerre avec les États-Unis. La Chine aussi. Oui, ça c'est vrai. Oui, déclare la guerre avec les États-Unis. Alors, le Zaïre a déclaré la guerre avec le Rwanda. En ouvrant les portes comme ça, tout le monde. Oui. So, en fait, le Rwanda s'est organisé en 2 ans, ce qui est aussi suspect. Comment est-ce qu'un petit pays là, pauvre comme ça, peut s'organiser dans 2 ans pour envahir un grand pays comme Congo? C'est comme si c'était planifié. Parce que si if we remember a little bit, French sometimes goes away. Si on se souvient un peu, c'est pas seulement Mobutu qui a ouvert les portes au Rwanda ou bien aux réfugiés, c'était la communauté internationale qui a sollicité. Qui avait demandé à Mobutu d'ouvrir les portes. Oui, ouvrir les portes. Il y a des réfugiés, tu dois accueillir les réfugiés, blablabla. Et puis après cela, la communauté internationale, ils font ce genre de travail depuis avant. On reçoit des réfugiés dans des pays avant 1994. Ce n'était pas la première fois que la Monique reçoit des réfugiés. Il connaît toutes les normes. Il devrait désarmer ces gens-là, mais ils ont laissé avec des armes. Oui, des armes, oui. Bon, en fait, le Rwanda a déclaré la guerre contre Mobutu, mais il y avait aussi certains gens qui étaient contre Mobutu, certains politiciens, surtout de l'Est. Bon, ils se sont organisés avec des Rwandais qui étaient aussi à la poursuite des Hutus. En fait, des Hutus réfugiés qui avaient des armes. À l'époque, là, on les appelait maintenant l'ex-armée rwandaise au Congo. Au Zaïre. Pas les Interamwe. Les Interamwe, ce sont les Interamwe, oui. Et puis, le Rwanda a envahi le pays.
On a appelé ça libération, mais c'est l'invasion en fait. Et après, il y avait toutes ces histoires qui sont venues. On a tué des réfugiés rwandais, mais oui. Comment on est arrivé là d'abord? Oui, d'abord oui. Comment est-ce qu'on est arrivé là-bas? Tu vois, tu as amené les réfugiés avec les rebelles, tu les mets dans le même camp. Oui. Et puis il y a l'armée qui est à la poursuite de ces gens-là. Oui. De ces gens-là. Il est-il les réfugiés, il est-il les ex-militaires du Rwanda? En fait, à qui la faute? Peut-être que vous tous. Oui, c'est ça, oui. La communauté internationale, l'HCR et aussi l'AFPR. Pourquoi? Parce que l'AFPR a tué. Pourquoi? Parce que l'HCR a laissé que ces rebelles soient mixés avec les réfugiés. Pourquoi? Parce que la communauté internationale a demandé la place aux Zaïre. Pas même planifier ou bien regarder comment est-ce que les gens vont rester aux Zaïre. Ils doivent être désarmés, on doit les séparer avec les réfugiés ou quoi, mais ils ont seulement laissé aller les réfugiés. Et puis il y avait des opérations, l'opération turquoise, qui était... Il parlait français, oui. Oui, les Français qui est venu intervenir avec l'armée rwandaise. Oui. Mais ils devraient faire quand même quelque chose. Ils n'ont pas fait ça. Mais lorsqu'on arrive... au moment de condamner, on condamne seulement Kagame. On dit, mais il a tué les réfugiés. Mais oui, on connaît ça très bien, il n'y a pas de problème. Kagame a tué les réfugiés, mais aussi la communauté internationale. Bon, la communauté internationale, c'est un concept qui est vague, parce qu'elle est multiple, tu vois. Okay. C'est pas la condamner globalement, c'est les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Belgique. Mais Kagame, c'est un individu à qui on s'est pointé. Mais oui, on peut regrouper les choses qui l'incriminent facilement que la communauté internationale. C'est un concept qui est vague. Kagame, c'est un individu qu'on a pointé parce qu'il est à la tête d'AFPR. Mais je peux aussi vous dire que la communauté internationale, même s'il est vague, il y avait quelqu'un à la tête de la communauté internationale. C'est qui était la tête à ce temps-là? Qui était la tête, oui. Auparavant, on parle avec... il y a certains acteurs qu'on mentionne les noms lorsqu'on est en train de faire les investigations avec Kagame. Il y a surtout les noms de Clinton qui vient là, il y a les noms de dont l'ancien président américain Clinton. Oui, il y a des noms de Tony Blair, et il y a aussi les noms de Kofi Annan était là à la tête de UN. Oui, je vois, oui, les Ghanéens, oui. Les Ghanéens. Avec tous ces acteurs-là, on voit que c'est seulement Kagame. Mais ces gens-là aussi faisaient leur travail à l'est du pays. Et il y avait l'HCR là pour encadrer les réfugiés. Oui. Et puis il y avait l'opération turquoise, même les Français aussi on peut les... Oui, c'était là aussi, oui. Il peut être interpellé aussi parce qu'il était là avec l'opération turquoise. Il a accueilli ces ex-militaires du Rwanda au Congo, au Zaïre à l'époque. Mais il n'a pas mis un petit... il n'a pas mis un petit plan là de dire non, on va désarmer ces soldats, ou bien on ne doit pas mixer les réfugiés avec les soldats. Ils ont seulement laissé là au Congo. Vous êtes déjà au Congo, vous allez vous balader, on va vous mettre dans. Mais quelque part aussi, si je vois bien dans les pays africains où on détermine les critères de l'éligibilité du réfugié, je pense que le gouvernement local est impliqué dans la sélection. Je pense même comment on appelle le panel là qui fait les interviews pour que quelqu'un devienne réfugié dans un pays. Il y a bien sûr la HCR qui est comme témoin. C'est plus la sécurité locale qui s'occupe de vous interroger et puis de vous donner statut de réfugié ou pas. Mais oui, c'est que les Congolais étaient responsables, ils avaient démissionné leurs responsabilités. Les Aïrois étaient responsables. Les Aïrois, je peux aussi accepter ça, mais il faut voir la façon dont les choses tournaient à l'époque. Oui. Surtout au moment où les Rwandais, les réfugiés rwandais passaient les frontières. Parce que chez nous, oui. Moi, j'étais réfugié en Ouganda. Lorsqu'on est allé en Ouganda, c'était un simple groupe de réfugiés, peut-être 20 à 15 personnes, ou bien si on est plus nombreux, 100 personnes, on part là, puis le gouvernement aura le temps de voir chacun et examiner cas par cas. Mais tu es dans ce pays là où il y a au moins 100
5000 réfugiés qui se présentent. Peut-être une marée mène du coup. Mais oui. C'est quelque part la communauté nationale aussi. Je vois votre point maintenant. Il a dit seulement à Mobutu, mais tu ouvres les frontières, il y a des réfugiés qui viennent du Rwanda, il y a des soldats français à leur protection, et c'est tout. Mobutu aussi, vous savez, il a ouvert les portes, oui. Avec ses amis de la France. Et en fait, il y a François Mitterrand qui était président à l'époque, un vrai ami de Mobutu. On a dit, ok, il n'y a pas de problème, on ouvre les portes, que les réfugiés viennent. Et dans des réfugiés, il y avait des soldats, il y avait la Banque centrale du Rwanda qui vient au pays en tant que réfugié. En Ouganda, je te dis que moi, si j'allais me montrer un seul cartouche en Ouganda, je n'aurais pas dû être ici, hein, en fait. Je devrais être quelque part à Luzira, c'est une grande prison. Il y a une prison locale d'Ouganda, bien sûr, oui. Mais on a laissé les gens avec des armes, et la communauté internationale, ça fait tout ça, et regardez ça. Ça dirait même 2 ans qu'on regarde ça. De laisser les 2 ans là que le Rwanda s'organise pour envahir le pays. Les rebelles étaient dans des cas, ils recrutaient même certains réfugiés pour... En fait, vous savez, vous êtes soldat, vous avez l'arme, en fait. Il y a un gouvernement qui vous a remplacé. Qu'est-ce que vous allez faire? On peut se renforcer un peu et puis retourner encore pour faire la guerre. Avant de faire cela, Kagame a eu les motifs d'envahir le Congo, avec les petits politiciens que Mobutu avait neutralisés avant. Alors c'était alors le temps pour se revenger lorsque le grand léopard était malade. Était affaibli, oui. Ils ont pris les armes avec dans quelques... Je ne sais pas si c'était toute une année. C'est moins d'une année. C'est la campagne après moins d'une année. Et puis Kabila avait le pays. Les Zaïre a tombé. Mais lorsqu'on examine toutes les choses, surtout la situation politique, on voit que c'est seulement le Rwanda. Il n'y a pas la communauté nationale. Non, là on ne va pas là. Mais quels sont les autres acteurs? Les autres acteurs à qui on peut s'en prendre pour ainsi de donner le Rwanda en quelque sorte. Mais oui, je vois, bon, pour moi, je vois d'abord l'ONU. Oui. Je vois le Rwanda, je vois l'ONU. Mais comment est-ce qu'on peut s'en prendre à l'ONU? Comment on va s'en prendre à l'ONU maintenant? Ok, la responsabilité de l'ONU, c'est situé à quel niveau? Pas seulement au Congo, mais un peu partout, en Tanzanie, en Ouganda. Tu ne peux pas appeler quelqu'un avec une arme et l'appeler un réfugié. Ça, vraiment, ça ne se fait pas. Je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais entendu ça, que ça se parle un peu dans un autre pays. Pas en Ouganda, pas au Malawi, pas au Tanzanie. Mais pourquoi au Congo? Pourquoi il n'y a pas désarmé ces réfugiés-là qu'on appelait réfugiés? Jusqu'à maintenant, il y a des gens, un groupe de gens qui s'appelle FDLR, quelque part dans la forêt, avec des armes, et toujours on parle des réfugiés. Pourquoi appeler quelqu'un avec une arme réfugié? On l'appelle rebelle. Ou soit c'est un soldat, ou soit c'est un rebelle. Simple. Tu ne peux pas être sous couverture de l'ONU avec une arme. Une arme, oui. C'est que l'ONU est complice en quelque sorte d'abriter ces gens-là qui font du mal au Congo. Donc l'ONU est complice d'abriter ces gens-là qui font du mal au Congo. Si Kagame est complice, l'ONU aussi est complice. Parce que le Kagame, tout ce qu'il fait, il fait avec la bénédiction de l'ONU et des multinationales. Mais oui. Qui supporte Kagame? Le Rwanda vit sous couverture des États-Unis et l'Angleterre. Et lorsqu'on parle de conflits au Congo, on voit que c'est seulement que le Rwanda. Il y a de l'aide qui vient de l'Angleterre. De l'aide directe qui vient au Rwanda. Mais oui. Mais pour développer le Rwanda ou pour faire du mal au Congo? C'est ce qui m'intéresse moi maintenant. Pour faire mal au Congo, on ne peut pas donner de l'argent dire tu dois faire le mal au Congo. Non. On parle de ça sous forme de développer le Rwanda. Mais il y a aussi des sanctions lorsqu'on dit mais les États-Unis a déjà négocié un petit pays là de la Corée du Nord, dit non mais il ne faut plus faire les tests de missiles nucléaires. Et la Corée continue cela. Qu'est-ce que les États-Unis font? Il y a des sanctions contre la Corée. Avec tous les rapports que certaines organisations internationales publient contre le Rwanda,
à cause des massacres qui se passent au Nord Kivu, à l'est du pays. Mais les États-Unis et les Royaumes-Unis continuent à aider le Rwanda. Maintenant, j'ai une question ici qui vient parce que nous avons abordé la question du Rwanda. Aujourd'hui, il y a un mouvement des Congolais qui se répand à travers le monde. Ils sont en train de se prendre aux institutions rwandaises, en particulier au président Kagame et à certains Tutsis qu'il aurait implantés dans le milieu politique congolais. Comment est-ce que vous trouvez cela? Leur démarche d'abord, c'est fondé ou comment? C'est pas fondé? Je sais pas fondé leur démarche, hein, parce que ce que je vois, c'est que les Congolais font, surtout celle de la diaspora. Oui, l'Europe, en particulier. Je ne sais pas seulement ce qu'ils pensent, ces gens-là. En fait, faire le marche, c'est un peu bien, c'est notre moyen de s'exprimer, ce qui est bien. Mais aussi, il faut voir comment est-ce qu'on organise ce marche. La révolution, c'est être contre quelque chose du mal, mais pas basé sur des tribus ou bien comment je peux pour généraliser les gens. Dans des marches en Europe, on dit mais non, il y a des gens qui tuent les gens au Congo, blablabla, on parle et puis à la conclusion vient que les Tutsis tuent les Congolais. Lorsque tu parles des Tutsis, tu les Congolais. C'est peut-être parce que le président Kagame est Tutsi lui-même en personne. Parce que Kagame c'est un Tutsi. On vient de généraliser tous les Tutsis. Non, mais ça c'est pas aussi fondé. Hein? Pourquoi c'est pas fondé? Parce qu'au Congo, il y a de ces gens-là qui s'appellent les Tutsis. Et il y a même au Rwanda, il y a les Tutsis qui sont contre Kagame. Ah bon? Qui opposent Kagame. Maintenant, je peux vous dire l'opposition au Rwanda, plus de 6 à 7 personnes que moi, je peux vous dire tel et tel et tel, ils sont contre Kagame, ils sont tous. Lui, Kagame n'a pas fabriqué ces gens-là pour montrer qu'il y a un semblant de démocratie. Non, c'est ce que nous parlons toujours au Congo. Lorsque quelqu'un dit ça, on dit non, peut-être qu'il est fabriqué par Kagame pour distraire les gens. Non. Parce que les FPR, c'est un parti à prédominance Tutsi, qui est venu de l'Ouganda. Oui. C'est ce qu'on dit. Il était fondé en Ouganda et l'homme en tête de ce parti-là, c'était pas Kagame à l'époque, c'était un type appelé Fred Rwigema qui a été tué au Rwanda, au Rwanda. C'est lui qui était le leader de la libération, mais malchance, il a été tué et quelques jours après que l'AFPR entre la première fois au Rwanda, on l'a tué. Et puis Kagame a pris contrôle et continue la révolution. Mais après, maintenant, il y a des gens qui s'opposent à Kagame. Ils sont Tutsis, ils travaillaient avec lui, ils étaient les chefs de cabinet, ils étaient les secrétaires personnels de Kagame. Et lorsque ces gens-là déclarent, dans leur déclaration, si je peux dire ça, ils n'oublient pas le Congo. Mais ils parlent du Congo. Qui sont ces gens-là? Citez-moi quelques noms. En fait, il y a certains noms que moi j'ai pris note. Il y a un général Kayumba Nyamwasa qui est en Afrique du Sud. Il était aussi leader dans la libération du Congo lorsque l'AFDL est venu avec les Rwandais. Kayumba Nyamwasa était là. Il y a un Major Higiro. On l'appelle Robert, mais Robert in English. Robert Higiro. Higiro était même à la Congrès américain pour témoigner contre le Rwanda. Et c'est... sometimes French is a little bit... je comprends. J'ai compris l'anglais tellement ancré, je comprends. Okay, I might go in English a little bit easier. Question de notre audience aussi, oui. So, he also... testify in Congress. They have hearing in Congress about against Rwanda, about the conflict in Congo. How is Rwanda still supporting rebel in the Congo, so that and they still killing people in there, and all the disorder being created by Rwanda. And also we have somebody by the name of Himbare, who was a former private secretary of Paul Kagame in Rwanda. He also now live in exile in Canada. And we have more people coming out. We have
Riga Radian, who she wanted also to run as a president candidate in Rwanda, but she was disqualified for some reason. We don't know. That's affair for Rwandans. They have to decide for themselves what is better for them. So when you said all Tutsi are bad and they're killing people in Congo, for some reason you're wrong, because here's a quite number of Tutsi who always include Congo in their fights, but yet you still calling them enemy of Congo. And then how in the world can the entire group of people be the enemy of other? Like, you just say all Tutsi are enemy of Congo? What do you mean on that? Ok, s'il faut parler des Tutsis aussi, si je dois bien comprendre, parmi la population congolaise, nous avons aussi des Tutsis. Dites-moi, ces gens-là sont venus au Congo à partir de quand? Ok, j'ai eu le temps de parler à un ancien, il est un peu âgé, au moins de 65, 70, quelque chose comme ça. Je lui ai dit, mais est-ce que tu peux me dire bien, parce qu'il vient de Sud Kivu, il m'a dit certaines collines là où mes grands-pères aussi vivaient. J'ai dit, mais toi, tu es de chez nous vraiment, mais on dit que vous êtes des Rwandais, mais comment ça s'est passé que vous êtes venu au Congo? C'était quand ou comment? Oui, c'était quand qu'ils ont migré, oui. Il m'a dit, vous savez que oui, il y a, bon, si quelqu'un dit qu'on est venu du Rwanda, il dit la vérité, mais si je peux te dire, fiston, on est venu au Congo 400 ans passés. Hein? Mais même pourquoi est-ce que les Rwandais, peut-être ils ont pris un mauvais nom, parce que quand ils s'appellent Banyamulenge, cela veut dire les gens qui habitent dans la montagne. Oui. Quand on voit dans les répertoires de notabilité que les Belges ont établis, ce nom ne figure pas. C'est vrai que pour eux, les Congolais se fâchent. Non. Mulenge, demandez les Belges, ils vont vous dire que cette ville-là n'existe pas. Mulenge veut dire montagne, n'est-ce pas? Oui. Les gens. Bon, ok, je sais pas moi, on dit par exemple les Barega, on dit par exemple les Bafulero, on dit par exemple les Bavira, parce que ça passe bien au Vira. Alors une montagne, une montagne, c'est pourquoi ça ne donne pas un sens. Alright, non. Il y a des montagnes partout, je peux te dire une montagne de Kasumalesa. Il y a une montagne de Kasumalesa, mais si c'est arrivé qu'il s'appelle Banyamulenge, il y a une montagne, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vois pas un problème, parce qu'il y a des Bavira qui vivent au Vira. Et qu'est-ce que tu dis avec donc c'est que pratiquement ces gens-là habitaient au Congo. Mais oui. Avant notre constitution d'abord nous dit que toute personne qui se trouve au Congo après l'indépendance est congolais. Automatiquement congolais. Alors que ces gens-là, ils sont venus au Congo 400 ou bien 500 ans. Mais pourquoi on est en train de les demander? Ça fait longtemps qu'ils sont venus. C'est comme si tu es en train de dire aux Noirs américains ici, mais vous êtes africains. Rentrez chez vous en Amérique. Il n'y a pas de problème. Rentrez au Sénégal, au Congo. Tu prends 2 ou 3. Ils sont déconnectés. Oui, tu prends 2 ou 3 ces gens-là, tu les amènes au Congo et puis montre leur place. Mais toi, tu dois rester ici parce que ton grand-père est ici. Il ne sait personne là-bas. Il n'a rien en Afrique parce qu'ils ne sont plus africains. Ok, maintenant même aussi les Banyamulenge, tu les prends au Rwanda aujourd'hui, ils n'ont rien au Rwanda. On ne les reconnaît plus là-bas, même leur langue. Si je peux te dire très bien, le Kinyamulenge, ce n'est pas le Kinyarwanda. Parlons un peu de cette affaire-là en termes de xénophobie. C'est peut-être une attaque de l'étranger. Pas du Tutsi en particulier. Alors, pourquoi les Congolais s'en prennent aux dirigeants rwandais? Peut-être que je pose ma question dans les combattants, je vais dire. Est-ce que leur haine contre l'administration actuelle rwandaise est-elle fondée? Enlevons l'affaire des Banyamulenge et des Batusi. Enlevons seulement ça. C'est une haine tribale inutile qui sont en train d'alimenter dans le débat. Maintenant, le fait que les combattants s'en prennent aux institutions rwandaises, que quelque part ils sont en train de marcher sur les Congolais. Là, ça a un sens. Moi, personnellement, je ne suis pas pour l'invasion du Rwanda au Congo, même l'occupation du Rwanda au Congo. Je suis contre ça. Et aussi, si les combattants le font, c'est fondé. Mais comment ça se fait-il qu'il y a des autorités d'autres pays qui viennent dans notre pays pour contrôler nos richesses et notre patrie?
En fait, ça, c'est inexplicable. Hein? Mais le problème en est que même des Congolais là qui font des problèmes, si tu es Congolais, tu fais des désordres, directement on te trouve un petit village au Rwanda, là où on va dire que non, il vient aussi du Rwanda. Donc, leur conception d'idée, oui, ils ne conservent que si tu trahis le pays, tu es Rwandais. Et il y a un Lambert Mende qui est là, même si tu le mets dans un camion avec les Tutsis pour, je sais pas moi, 30 ans, il est Lambert Mende. Oui, c'est un tété là, mais si quelqu'un de Kivu, qui vient de Kivu, il fait des désordres comme Vital et d'autres gens, on les baptise Rwandais. Dis-moi un peu, Vital, est-ce que les Congolais ou Rwandais ou Burundais? Non, Vital c'était Mouchi, c'est un Congolais. C'est simple même, c'est pas même à chercher. Mais pourquoi chercher? Il y a des pères et des blablabla qui sont. Moi, je te pose la question parce que tu es du terroir, tu viens de Kivu, tu connais beaucoup des ramifications de réalité, tu as aussi vécu là-bas. Tu es aussi intellectuel. C'est pourquoi je te pose cette question pour éclairer la lanterne des gens qui vont nous suivre. Vital Kamerhe, c'est pas un Rwandais, c'est un Congolais, c'est un très Congolais. C'est un Congolais qui s'allie avec les autres. Mais oui, c'est comme. C'est pourquoi on les met dans le camp là. Il y a Vital, il y a des Lambert Mende et autres. Et d'autres politiciens, il ne faut pas leur chercher des maisons au Rwanda pour fabriquer. Appelle-leur seulement. Fabriquer l'origine. Oui, appelle-leur seulement les traîtres. Ils trahissent le pays. Ils trahissent le pays. Oui. Et aussi, ils méritent être traduits à la justice un jour, quand on aura la justice au pays, oui. Non, pas comme les Rwandais, mais comme des Congolais qui ont trahi le pays. Ok, leur frère, oui. C'est tout. Il ne faut pas même chercher les maisons à Kamembe, il y a des grands-pères là-bas qui s'étaient blablabla. Non. Si on part avec ce genre de trucs, où est-ce qu'on est allé? Où est-ce qu'on est tenté d'aller? Hein? Et tout le monde qui vient de ces... Il y a un petit problème là en Europe, quelqu'un qui... L'un de mes amis qui est en Europe m'a dit mais non, tu sais quoi, un jour il y avait des manifestations contre les gens de Béni, au moins je suis ressortissant de Béni, je suis parti à la manifestation, mais chose grave, on m'a déclaré Rwandais. Pendant que lui vient de Béni? Il vient de Béni, mais parce qu'il a une petite morphologie là la morphologie qui ressemble un peu des Rwandais, mais on l'a traité des Rwandais. Alors, vous êtes en train de se combattre pour les gens de Béni, les habitants de Béni. Qui se ressemble au Rwandais? Est-ce que c'est pour lui aura un jour une solution pour moi? Il aura une solution si seulement juger quelqu'un de l'apparence. C'est ça mon problème. Ça, c'est un peu stupide. Et aussi, ça devient plus stupide quand les gens qui vivent dans des pays étrangers, surtout la diaspora, aussi les fassent. Parce que vous habitez au Belgique, vous êtes aux États-Unis, vous êtes obligé de travailler. Il y a un Spanish là-bas, il y a un Nord-Américain, il y a un Burundais, il y a un Rwandais, il y a quelqu'un. Vous êtes en train de s'habituer à entrer dans un petit... dans la diversité, de travailler dans la diversité. Je peux m'expliquer ça bien, ok? Et dans vos manifestations, vous êtes contre cette diversité. Tu ne peux pas juger quelqu'un par son apparence et dire seulement que non, il vient de ce pays ou cela. Parce que être Tutsi, ce n'est pas DNA. Mais là, comment vivaient les Tutsis avant l'entrée de l'AFDEL? Comment est-ce qu'ils vivaient? Parce que tu es du Kivu. Okay, il y avait ces conflits-là, est-ce qu'il y avait ces tueries, ces conflits-là parcellaires qu'on sort? Avant AFDEL, vous savez qu'on avait un leader là, même s'il était dictateur, mais il était aussi un leader qui a inspiré le pays avec l'unité, qui nous disait qu'on est Bana Tata Moko. En fait, avant AFDEL, il n'y avait pas même ces noms-là. On ne savait même pas les Banyamulenge. On les voyait seulement les Aïrois comme des autres. Il n'y avait pas ce genre de trucs. Mais quelque part, dans 1990, 1992, 1993, il y avait ce que je peux dire, la fièvre des conflits au Burundi, au Rwanda. Alors qu'il
il y avait des soupçons, des rumeurs qu'on est en train de tuer les Tutsis, les gens d'origine Tutsi, et ça va un peu se répandre un peu dans la région. Et puis les Tutsis de la montagne aussi, lorsqu'ils ont reçu ces rumeurs-là, ils étaient inquiétés un peu. Tu sais, personne est un peu blindé de la mort, en fait. Hein. Lorsqu'on te touche, on te dit qu'on doit te tuer. Oui, je dois prendre des précautions pour te protéger. Oui, un peu. En fait, et là-bas, il y a des gens qui avaient commencé à traiter les Banyamulenge des Rwandais. Voilà, c'est ça aussi notre problème. Tant que nous traitons ces gens-là des Rwandais, ils seraient des Rwandais et ils resteront les Congolais parce qu'ils sont Congolais. Oui. Ça, on n'a pas la solution. Non pas seulement aujourd'hui, ça sera non pas seulement dans les 5 ans qui viennent, 20 ans. Parce qu'ils sont Congolais et qu'on n'a rien à faire avec ça. Mais alors, il s'est allié au Rwandais qui est venu envahir le pays. C'est comme ça que le conflit a commencé. Parce que là, lui, il se retrouve facilement parce qu'il partage la même langue. Mais ils parlent la même langue. Ils sont plus à l'aise qu'avec les Congolais. Alors, je trouve qu'ils sont de plus en plus de ce côté-là. C'est peut-être la raison pour laquelle les Congolais se fâchent aussi quelque part aussi. Mais oui, il y a la raison de se fâcher, mais il y a aussi, on a des intellectuels au Congo. Avec la durée de ces conflits, on allait s'asseoir et puis penser à trouver une solution. On ne peut pas continuer comme ça, mais on ne peut pas seulement dire non. Il ne fallait pas penser ceci, c'est là, non. C'est un peu impossible parce qu'on est des êtres humains. On peut penser tout ce qu'on peut penser, mais avec la durée de ces conflits-là, avec des intellectuels qui sont au pays, on devrait s'asseoir quelque part et dire vous savez quoi, ce qui est passé est passé. Faisons quelque chose pour la paix. Pensons pour le futur. Et faisons d'autres précautions pour que ce genre de choses ne se répètent plus. Parce que lorsque tu vois au Congo, et le problème des Congolais, ou bien le problème du Congo, ce n'est pas cette tribu contre cette tribu. D'abord, il y a l'invasion du Rwanda au Congo. D'un pays qui attaque un autre pays, qui utilise mal ses richesses. Oui. Mais alors les Congolais veulent développer les conflits internes. Tribal. C'est pour ça qu'il a fallu son combat. Mais oui. Son combat sera non entendu. On ne peut pas. Il y a des gens, il y a des millions de gens à travers le monde qui veulent aussi aider les Congolais. Les Congolais, voilà. Mais lorsque les gens là prennent les premières étapes, quand ils vous appellent, comment on va vous aider? Vous commencez avec les Tutsis, mais on voit que seulement est-ce que ces rapports que Kagame dit, il est en train de protéger les Tutsis au Rwanda et aussi les Tutsis au Congo, mais il parle la vérité parce que dans toutes les réunions, au lieu de présenter des vrais problèmes, on part avec les Tutsis. Ce qu'on oublie, c'est quoi? Oui. On oublie qu'il y a des réfugiés avec des armes. Et on protège ces FDLR toujours. On ne parle pas de ça dans la politique, dans notre système de politique. C'est que moi je pensais que si on demandait aux Congolais c'est quoi les mesures de chercher la paix au Congo, ils devraient commencer avec... Non, on devrait d'abord enregistrer tous les réfugiés qui sont au Congo. On devrait savoir à combien ils sont là. Oui, exactement. Et désarmer tous des petits groupes rebelles. On ne devrait pas appeler toutes les personnes avec une arme, on ne devrait pas les appeler réfugiés. Et ils ne devraient pas vivre sous protection des Nations Unies ou quiconque. Congolais, Nations Unies, Sud-Africains. Non, on ne veut pas cela. On pratique, on vit les mêmes lois que la UN est imposée au Tanzanie, en Ouganda, au Malawi, au Zimbabwe, partout là où il y a des réfugiés. Mais pourquoi chez nous, on ne respecte pas cela? C'est ça. En Ouganda, il y a des réfugiés qui sont là, il n'y a pas des armes, et si tu as une arme, donc tu les caches, et lorsqu'on te voit, tu pars en prison. Il n'y a pas même il n'y a pas même des accords ou bien des négociations. Non. Mais au Zimbabwe et en Namibie, il y a ce qu'ils appellent encampment policy. Si tu es réfugié, tu restes dans le camp de réfugiés. Tu déambules en ville, on t'arrête, on te fout. Les FDLR au Congo,
ils ont leur petit territoire là qu'ils contrôlent. Et le gouvernement congolais, il n'y a pas de problème avec ça. Un petit pays étranger là. Un petit pays étranger là. Et puis, on leur paye des taxes. Ils partent au marché, un petit marché là, on a qui vont dans le petit village. Les gens là, ils demandent des taxes aux villageois congolais. Et Lambert Mende est calme là-bas, Kabila est calme. Et ici la diaspora congolaise est calme, mais de tout suite les Congolais, les FDLR prennent même la taxe. Qui contrôle, qui aussi les FDLR sont en train de tuer les Congolais. Comment est-ce que problème qu'il faut tacler? Mais oui, comment est-ce qu'ils sont en train d'acheter des armes? Qui les voilà. Qui leur donne des munitions qui ne se terminent pas. C'est ça aussi. Avant que, si on ne se réveille pas, les problèmes des FDLR reviendra notre problème et on sera en guerre avec les Rwandais, une vraie guerre. Parce que une vraie guerre. Oui. Parce que les FDLR vont être les autochtones congolais. Et alors on sera en conflit. Tellement qu'ils ont vécu beaucoup d'années là-bas. Ils connaissent tous les coins, les recoins. Ils connaissent tous les petits coins, les caches-cachés du village. Même la communauté internationale qui les a amenés, ils ne connaissent pas le nombre des FDLR au Congo. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour en terminer? Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire pour en terminer avec l'FDLR? Faisons l'administration. J'espère très bien que le gouvernement congolais va vous dire que non, on a déjà pris toutes ces précautions, mais moi je vois que non. Disons ceci, la communauté internationale qui nous a amené ces gens de personnes, on te donne l'ultimatum, peut-être peut-être dans une année, tu nous donnes les rapports, tu dois désarmer toutes les personnes armées pour que tu les appelles réfugiés. Tu enregistres tous les réfugiés, tu nous donnes le nombre et tu désarmes tous les réfugiés. Alors, tu dois chercher, pas les Congolais vont chercher la solution, pas les Rwandais, la communauté internationale. Tu cherches la solution comme tu le fais un peu partout. UN, tu le fais ça. Il y a trois sortes de solutions. Ce qu'on appelle solution durable à l'HCR. Réinstaller. Non, on commence avec l'intégration locale. Et aussi l'intégration locale, on va travailler avec le gouvernement. C'est au moins veut bien les avoir comme nationaux de l'espace. Il y a ce qu'on appelle rapatriement. Rapatriement, oui. Au Rwanda, si les conditions de sécurité sont permises, ils sont en sécurité au Rwanda. On peut pas amener ça comme excuse. Au Rwanda, ils sont un peu depuis des années. Il peut rentrer. Les Congolais disent mais non, on va leur tuer. Ce n'est pas notre problème. Ils rentrent chez eux, qui doit être traduit en justice chez eux. C'est chez eux. C'est chez eux, il n'y a pas de problème. Oui. Ça, on ne veut même pas le savoir qu'ils parlent. Oui. Et enfin, troisième possibilité, si on dit mais non, au Rwanda, on n'a pas confiance à Kagame, peut-être qu'il faut ceci, cela. Ok, on ne veut pas savoir ça. Que vous les réinstallez. Regardons si la France doit les réinstaller. Si les États-Unis doivent les prendre. On dit mais non, ils ont fait des exactions. Ok, mais pourquoi au Congo? Ils doivent rester au Congo parce que c'est ça le problème qui est sérieux. Mais pourquoi est-ce que les Congolais sont génocidaires? Ils doivent rester au Congo. Non. Que la mairie les prenne. Ok, parce que les Congolais, c'est eux qui doivent vivre avec les génocidaires. Les génocidaires qui est en train de tuer les gens dans cette région. En fait, il y a des mines dans cette région-là. Les Rwandais en profitent. Oui, les mines de coltan, l'or, tout ça, le diamant. Mais aussi les FDLR en profitent. Oui, je sais. Il y a des contrebandes qui font là. Les autochtones congolais aussi, qui sont corrompus, en profitent. Il y a des ministres qui ont des mines. Mais lorsqu'on parle toujours du Rwanda. Tu sais que le conflit, c'est pas seulement l'acteur que tu vois. Il y a aussi beaucoup de gens. C'est beaucoup de gens avec l'acteur ensemble avec lui qui font sa force. Oui. Parce que les Rwandais ne peuvent pas seulement venir pour prendre de leur cuivre ou comme ça. Il y a des Congolais qui sont en train de coordonner ces opérations avec les Rwandais. Et lorsqu'on parle de condamnation, on doit les condamner aussi. On doit les
comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on dit ça en France? On doit leur... Il faut faire un rapport d'abord. Oui. Faire une investigation. Maintenant que tout le monde soit entendu, comme ça, on va juger ceux qui sont à juger. Et là, nous allons au moins avoir la paix. C'est ça les mesures qu'il fallait prendre au Congo, au lieu d'aller avec les Tutsis. Moïse Nyarugabo qui prend la parole au Sénat, il parle quelque chose que le Congo aussi peut bénéficier. On voit ceci, mais parce que seulement il ressemble au Rwandais, il faut que tout le parlementaire soit contre lui, même si c'est quelque chose qu'on doit bénéficier. En tout cas, mais le message est que Moïse Nyarugabo n'ira plus au Rwanda parce qu'il n'est pas rwandais, c'est un Congolais. Qui doit rester au Congo. Et ses enfants doivent être au Congo. Que tu le veuilles ou pas, les enfants d'Azaria, ce sont Congolais, pas seulement aujourd'hui, et leurs enfants seront Congolais. Alors il faut seulement prendre des mesures à vivre avec eux un peu. De plus on les pousse au Rwanda, ils vont collaborer avec les Rwandais et ils resteraient Congolais. Alors il faut que les acceptent chez nous, parce qu'il est de chez nous. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on est en train de parler des acceptés. Ils sont là, ils sont Congolais. Hein? Il ne faut plus leur chercher des origines un peu partout, blablabla. Qui valide qui? On dit mais des Congolais 100%. Qui est 100%? Et avec les 100% là, qui est en train de mesurer ça? C'est rapport de DNA test ou bien de quoi? Moi je ne comprends pas. Je veux aussi comprendre ces 100% là où il vient. C'est un peu morphologique un peu. C'est un peu morphologique. Okay. Parce que les Congolais ne sont pas prêts à tolérer qu'on mène par exemple un Éthiopien qui sont là et qui se dit qu'il est Congolais.